Est-ce que ce film est un chef-d'œuvre? Pas vraiment. Est-ce que c'est une catastrophe? Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse. Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Je vais être franc avec vous, c'est un film qui me tentait beaucoup. Je disais pas que ça me hypait de ouf, mais ça me tentait beaucoup, et quand j'en avais vu les retours à l'époque où il était sorti au cinéma, j'y étais pas allé, et j'avais peut-être bien fait. On va parler aujourd'hui, vous l'avez vu, de Kraven the Hunter, le dernier film de J.C. Chandor, sorti en 2024. Alors par contre, premier truc qui m'agace, mais c'est vraiment perso, et c'est pas le premier film pour lequel je me pose la question, Kraven the Hunter, en France. C'est si difficile de dire Kraven le chasseur comme titre de film? On va commencer par poser un petit peu le contexte, vous savez, par rapport au personnage de Kraven et aux droits cinématographiques, parce que c'est un bordel sans nom, comme pour tous les personnages marveliens, entre guillemets. Kraven, c'est un personnage, c'est un super vilain de l'univers Marvel qui appartient à Marvel. Sauf que, comme Spider-Man, fut un temps, ainsi que tous les méchants qui font partie du Spider-Verse, les droits cinématographiques appartiennent à Sony. C'est le cas de Venom, c'est le cas de Morbius, c'est le cas de Madame Web, et c'est le cas pour ce Kraven. Le fait qu'un personnage comme ça appartienne à Sony plutôt qu'à Marvel pourrait être une bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait se dire, et c'est ce que je pensais vraiment, en ayant vu la bande-annonce du film, qui vraiment me faisait envie, je me disais, tiens, ça appartient à Sony, ils vont avoir un petit peu plus de liberté. On sait que dès qu'il y a un film Marvel qui se tourne, Marvel c'est quand même hyper cadré. Mis à part quelques metteurs en scène qui essayent de sortir un petit peu des lignes, Sam Raimi ou Taika Waititi, enfin des mecs qui poussent un petit peu le truc, mais ça donne pas des films extraordinaires non plus. On sait que tout est bien bordé, l'humour à la Marvel, les scènes d'action, tout est lisse, propre, pas trop de sang, etc., pas trop de violence. On sait que l'univers Sony, c'est un peu autre chose. Donc, je m'attendais à plus de violence, à plus de liberté, entre guillemets, et à un film qui envoie du bois. Kraven the Hunter, c'est pas tout à fait ça. C'est un film de J.C. Chandor. J.C. Chandor, c'est un réalisateur qu'on connaît peu, il a peu de films à son actif, mais les films qu'il a réalisés sont plutôt honnêtes. J'avais pas mal aimé Triple Frontière, je crois que c'était une exclusivité Netflix. Je sais plus s'il était sorti au cinéma, ce film-là. Mais en revanche, j'avais bien aimé Margin Call, le film qui était sorti après la crise économique, avec un casting hallucinant, et je trouvais l'histoire plutôt prenante. En gros, quand j'ai vu que c'était lui qui avait réalisé le film, je me suis dit, pourquoi pas? Il sait y faire en installation de personnages, il sait y faire en une histoire qui tient la route, il sait y faire aussi éventuellement en scène d'action, il avait prouvé dans Triple Frontière, donc Kraven semblait un truc assez idéal pour lui. Vous allez voir que le problème, en fait, c'est pas vraiment la mise en scène. Il y a plein de problèmes, le film est bourré de problèmes, mais c'est pas vraiment la mise en scène, on y reviendra. Ça raconte quoi, Kraven the Hunter? Le personnage de Kraven, donc qui dans la mythologie Marvel est un super vilain de l'univers de Spider-Man, c'est-à-dire c'est un des adversaires privilégiés, on va dire, de Spider-Man. Kraven, le personnage, on le voit dès le début du film, qui est transféré, donc il est russe, il est d'origine russe, il a un père qu'il déteste, et il a un frère qu'il adore, et qu'il veut protéger. Au début du film, on le voit prisonnier. Il est transféré dans un goulag, et il va réussir à s'en échapper. Le film bascule ensuite sur son enfance, entre guillemets, on est ramené 16 ans plus tôt, pour apprendre, en gros, de quelle façon est-ce qu'il a appris ses pouvoirs. Qu'est-ce qui a fait de lui, adolescent, l'homme Kraven, le chasseur, qu'il est devenu. Comme d'habitude, on va commencer par une partie sans spoiler, et dès que j'arriverai dans une partie où il y a quand même quelques éléments à savoir, je vous l'indiquerai, comme ça on basculera sur la partie spoiler. Après qu'on ait appris comment il a obtenu ses pouvoirs quand il était adolescent, sachant qu'il est passé à ça de la mort, on rebascule. En fait, la période adolescente, la période où il a appris ses pouvoirs, elle est extrêmement courte, d'accord, dans le film. On rebascule sur la partie adulte. La partie adulte qui est donc la plus intéressante. Parce qu'à un moment, j'ai eu peur. Je pensais qu'on allait parler de ses origin story pendant au moins une demi-heure.
Chose que je n'ai pas précisé, le film dure plus de 2 heures. C'est trop. C'est extrêmement long pour ce que ça a à raconter. Et encore, ils ont réussi. Ils sont 3 scénaristes, hein, les mecs. Ils sont 3 scénaristes. Ils ont réussi à faire un film long, tout en ayant des coupes dans l'histoire, donc des passages ultra rapides. Par exemple, à un moment, il doit traverser le monde pour se rendre en Turquie. Petite ellipse, il est des États-Unis en Turquie. Mais ils ont quand même réussi à faire un film extrêmement long, tout en ayant des coupes scénaristiques. Bel exploit, les mecs. Donc, j'en reviens à la structure de l'histoire. Craven, le film, démarre sur une scène d'action plutôt sympa. Quand je dis une scène d'action, c'est plutôt une séquence d'action. D'accord ? Il est prisonnier, il rentre dans ce fameux goulag, il dézingue la moitié des mecs, il retrouve un caïd qui était sa mission, entre guillemets, parce que Craven, il a une petite liste. Il a une liste des méchants qu'il doit éliminer. Donc, il retrouve ce caïd au sein de la prison, il le zigouille, et il s'évade. Une scène qui est plutôt pas mal faite, plutôt bien réalisée. Voilà, en termes d'effets spéciaux, on y reviendra, hein, mais ils sont un petit peu caducs. Voilà, mais on y reviendra. Et là, déjà, ça pose un double problème. Premier problème, après cette scène d'introduction, on bascule en mode flashback sur sa vie adolescente et le jour où il a acquis ses pouvoirs. Personnellement, je ne suis pas fan des flashbacks. Voilà, dans les films, quels qu'ils soient, à part quelques exceptions, j'ai même horreur de ça. Je déteste les flashbacks dans les films. Pour moi, c'est une facilité scénaristique. Pour moi, il y a bien mieux à faire. J'aurais commencé le film par sa période adolescente. Petite origin story, 15-20 minutes, et ensuite on bascule sur l'histoire avec un 16 ans plus tard. Là, non, on commence le film avec une bonne séquence d'action, et on fait 16 ans plus tôt. Et du coup, après, on rebascule 16 ans plus tard. Bon, moi, ça me va pas. C'est la première chose. Seconde chose, comme je vous l'ai dit, il a une liste, Craven, de gens qu'il doit éliminer. Sauf que ces gens, ce sont des méchants. Je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, en introduction, Craven est un super vilain de l'univers Spider-Man. Ça veut dire que ça doit être un antagoniste de base, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a un plan, d'accord, quelqu'un de malfaisant. Donc je pensais vraiment que dans Craven le film, il allait dézinguer des randoms, des quidam. Pas du tout. C'est un peu le problème de l'univers Marvel chez Sony. C'était le cas avec Venom, c'était le cas avec Morbius. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un méchant, pas si méchant. Il fait des petits traits d'humour, il a des petits faciès qui vont bien avec des petites jokes, et il ne zigouille que des méchants et leurs sbires. Comment voulez-vous, à un moment, qu'on croit, au potentiel mauvais de ce personnage-là, et 2, qu'un jour, il rencontrera Spider-Man pour lui foutre sur la gueule. Même problème qu'avec Venom et Morbius. Je vous l'ai dit, je trouve le film plutôt bien mis en scène, plutôt bien réalisé. Le rythme, il y a quelques séquences d'action plutôt pas mal, mais elles sont surtout réunies vers la fin. Le cœur de la meule du film est pas hyper palpitant entre lui, le personnage de Craven, les différents méchants qu'il doit éliminer, c'est-à-dire le Rhino et l'étranger. Il faudra absolument qu'on en revienne dans la partie spoil. Son père, qu'il déteste, et son frère, qu'il veut protéger, entre guillemets. Plus se rajoute, non pas une romance, mais une espèce de collaboration avec une avocate, qui est la fille qui lui a permis, étant ado, de devenir l'homme qu'il est. J'espère que vous me suivez. C'est pas hyper compliqué à suivre, mais par contre, c'est tellement mal amené. Encore une fois, ils ont été 3 pour écrire le scénar. Je me demande comment ils s'y sont pris. Et on suit comme ça le personnage de Craven, donc dézinguer les mecs les uns après les autres, jusqu'à arriver donc aux 2 méchants ultimes que sont le Rhino et l'étranger. Le film est plutôt bien joué, pas par tout le monde, c'est assez déséquilibré. Aaron Taylor Johnson, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je me souviens de ses rôles où il incarnait déjà un... Ah, j'ai failli lapsuser. J'allais dire, je me souviens de son film Kick-Ass dans lequel il incarnait déjà un super-héros. Pas du tout, c'était un super-héros. Ici, c'est un super-vilain. LOL. Vous voyez à quel point même le personnage est biaisé dans Kraven the Hunter. Aaron Taylor Johnson a incarné Kick-Ass 2 fois, un super-héros. Là, il bascule de l'autre côté de la barrière pour incarner un super-vilain. Lui se débrouille plutôt bien. Attention, faut juste pas qu'il parle en russe. Je pense
tellement que c'est mal fait, que les moments où il parle en russe, c'est pas lui. Je pense qu'il est redoublé. Je ne sais pas si c'est sa voix, mais lorsque les Russes parlent russe, la synchronisation labiale est parfaite, ce qui est complètement normal. Là, lui, quand il parle russe, et il le fait à plusieurs instants dans le film, notamment lors de la séquence d'action au début, au goulag, ça ne fonctionne pas. On a l'impression qu'il bouge même pas les lèvres et que le personnage parle. Ça ne fonctionne pas du tout. Russell Crowe. J'ai un problème avec Russell Crowe. Là aussi, super acteur, hein, Russell Crowe, rien à dire. Ces dernières années, une carrière un petit peu pénible. Je me souviens plus du titre du film où il jouait un prêtre qui parlait d'un exorcisme. J'avais trouvé ça, l'exorcisme du Vatican, hein, il me semble. J'avais trouvé ça plutôt pas mal. Je sais que c'est un film qui peut prêter à rire, hein, mais j'avais trouvé le film plutôt bien mené et son personnage plutôt convaincant. En revanche, son rôle dans Thor Love and Thunder, c'était dégueulasse. Il y a un ou deux rôles encore comme ça qui n'y allaient pas du tout, qu'il a fait dernièrement, hein, ces 3-4 dernières années. Et là, ah oui, comment, La Momie avec Tom Cruise, où il fait un méchant parfois en surjeu, enfin pas terrible, d'ailleurs que le film était pas terrible. Voilà, là, ici, voilà, il fait un petit peu ce qu'on lui donne à jouer, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Et puis son accent russe. Malheureusement, hein, je vais critiquer Harrison Ford, hein, qui est mon acteur préféré. Mais Harrison Ford, déjà, c'était assez moyen avec son accent russe dans K-19. Là, Russell Crowe dans Kraven the Hunter, c'est juste pas possible, les gars. Autre gros problème scénaristique, d'après moi, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout dans ce qu'avait lancé le Spider-Man de Sam Raimi à l'époque, hein, qui a, on va dire, balisé et lancé la route des super-héros au cinéma. C'était vachement bien expliqué dans le Spider-Man. Comment est-ce que Peter Parker apprenait ses pouvoirs ? Au fur et à mesure, il chutait, il se plantait, la vue qui devenait différente. Là, dans Kraven the Hunter, le gars, il est parfait. On le voit jeune, donc adolescent, après qu'il ait obtenu ses pouvoirs, hein. Il les maîtrise. Il court hyper vite, il saute hyper haut, il grimpe dans les arbres, jamais il trébuche le mec. Il maîtrise ses pouvoirs hyper rapidement. Il n'y a même pas de phase d'apprentissage. C'est écrit avec les pieds. J'avais hâte de voir le film parce que la bande-annonce m'avait hypé et je me souviens parfaitement du traitement. Je pense que si vous avez vu le Suicide Squad de 2016, vous avez vu ce qu'ils ont fait du personnage de Kraven. C'était totalement ridicule. Le mec, il a 2 minutes d'apparition à l'écran et il se fait dézinguer comme un connard. Bon, là, je m'attendais à quelque chose de plus badass. Je m'attendais à quelque chose de plus violent et de plus sanglant. Là-dessus, on peut dire que le film envoie. D'accord ? Là-dessus, il y a des scènes, où ça gicle, le gars qui croque sur le visage d'un mec, ils se font planter des pièges à loups et différentes armes, ça saigne. Ouais, sur les scènes d'action et sur la violence, entre guillemets, que dégage le personnage, c'est plutôt bien montré. En revanche, ce qui va pas du tout, et on terminera là-dessus pour la partie sans spoil, c'est visuellement. En tout cas, les effets visuels. Les effets visuels, les gars, ça va pas. Il y a des trucs plutôt bien faits, comme la scène de la poursuite entre Kraven qui essaie de poursuivre les kidnappeurs de son frère. Mais en revanche, vous prenez la scène où il est ado et où il est chargé par les buffles, avec un buffle qui s'arrête devant lui et tout le troupeau qui passe à côté, etc., avec un plan quasi zénithal, quoi, un plan qui se lève. C'est tellement moche, c'est tellement mal fait. On voit parfaitement que les buffles sont en CGI. Il n'y a rien qui se développe en termes de puissance, de charge, ça ne fonctionne pas du tout. Et d'autres scènes aussi où il tombe de très haut et où il se ramasse au sol, qui sont pas super bien faites. Donc niveau effet visuel, c'est pas dingue. J'en ai terminé pour la partie sans spoil. Vous avez compris que le film me laisse un goût amer quand même, hein, un truc un petit peu mitigé. On va basculer sur la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, attention, ça va spoiler sévère. On va commencer par les personnages. L'écriture des personnages, les gars, c'est comme le scénario. C'est écrit avec les pieds. Déjà, la relation entre les personnages, ça va pas du tout. Une fois adulte, Kraven retrouve la fille qu'il l'avait sauvée 16 ans avant, donc anciennement Calypso. La fille qui lui avait filé une petite fiole avec une boisson à l'intérieur, qui lui avait permis, lui, non seulement de pas mourir, mais en plus de développer les pouvoirs qu'il a actuellement. Donc il la retrouve 16 ans après.
Elle est devenue avocate, une avocate prestigieuse, une avocate médiatisée, en tout cas elle est montrée comme ça dans le film, et c'est censé être le genre d'avocate que l'on n'approche pas facilement. En plus de ça, elle le dit elle-même, elle fait partie d'un cabinet d'avocats qui est le plus prestigieux d'Europe. Je crois qu'elle dit ça comme ça. Bon, au sortir d'une scène dans un cimetière, il l'aborde, elle est toute seule, alors que quelques secondes avant, elle était entourée de personnes, puisque c'est une cérémonie qui avait eu lieu dans le cimetière. Il l'approche, elle est toute seule, d'accord. Il commence à parler, et allez, 1 minute 30, 2 minutes après, je vais pas dire que c'est les meilleurs potes du monde, mais il y a comme déjà une espèce de romance qui s'installe. Alors qu'on nous a montré, et on nous a montré le personnage comme étant une avocate un peu distante, hyper médiatisée. D'accord. Écrivez vos personnages, les gars, quand même un peu, non? Les super méchants. Parce que j'allais dire les super vilains. Pas du tout. Kraven est censé déjà être un super vilain. Lol. Les super méchants. Le Rhino et l'étranger. Alors, le Rhino, c'est une vaste blague. D'accord? C'est censé être le grand méchant du film. On le voit régulièrement. Je m'attendais à ce qu'on le voit moins dans le film. On le voit régulièrement avec toujours la même chemise blanche. Et donc un appareil qu'il a dans le dos. Je suis pas familiarisé du personnage du Rhino dans les comics. Donc je sais pas si c'est accurate par rapport au personnage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Si je fais quelques erreurs dans ce que je dis par rapport au personnage film, comics, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je suis pas un spécialiste des comics. Je ne me prétends pas comme ça. Le personnage du Rhino, avec sa chemise blanche et sa petite bonbonne à l'arrière, effectivement, se transforme, donc c'est un être humain comme tout le monde, et il se transforme lorsqu'il débranche le petit tuyau qu'il a sur le côté, et petit à petit, il se transforme. On voit sa peau qui devient plus grise, qui commence à se recouvrir donc, de quelque chose d'extrêmement dur, et la transformation physique en rhinocéros a lieu. Et puis il peut stopper ça directement en se rebranchant et en réactivant, ce qui lui permet de l'alimenter et de rester humain. C'est une vaste blague. Sa scène de présentation, la toute première fois où on le voit se transformer, il se transforme 10 secondes. Juste pour essayer de faire peur à une bande de malfrats. Ça ne fonctionne pas du tout. Ce méchant-là, je n'y crois pas du tout. Il fait pas peur. Il n'est pas particulièrement menaçant. Il y a peut-être miscast. Difficile à dire. Il y a peut-être miscast. Parce que, alors je connais pas l'acteur, mais même si c'est un acteur qui est pas mauvais en soi, il lui-même ne représente rien. Je trouve qu'il manque de charisme. Donc pour un personnage de super méchant principal, à mon avis, ça le fait pas. L'étranger, dans le lore Marvel, est censé être un super vilain hyper impressionnant. Là, il est amené comme si ça tombe du cul de la vache. Il est appelé donc par le Rhino, il est missionné par le Rhino pour retrouver Kraven et le buter. Et il est tout frêle, c'est un humain, tout frêle, il a des lunettes, et son pouvoir, c'est lorsqu'il enlève les lunettes et qu'il regarde quelqu'un dans les yeux, il compte 1, 2, 3, et dès qu'il a terminé en fait son comptage, il a pu se déplacer dans l'espace et dans le temps, alors que la personne, donc, elle reste figée, lui il a pu faire des déplacements un peu à la Quicksilver, en gros. D'accord, l'étranger est censé dans le lore Marvel être un des super vilains les plus impressionnants. Il serait du niveau de Galactus. Si vous allez voir l'allure qu'il a en tant que personnage dans les comics, ça n'a rien à voir avec un humain random et sa petite paire de lunettes, comme décrit dans le film. Là, il ne fait pas menaçant, il n'est pas impressionnant, il n'est pas terrifiant, il est rien. Donc, vous avez compris l'idée? On fait un super vilain, Kraven, le chasseur, qui ne bute que des méchants, qui n'est pas si vilain que ça, et on fait des super méchants, qui n'ont rien de terrifiant. Il y a un problème ou pas? Tout à l'heure, dans la partie sans spoil, je vous ai parlé d'une séquence d'action plutôt intéressante et plutôt bien tournée. C'est lorsque son jeune frère, à Kraven, qu'il aime beaucoup, se fait kidnapper par les hommes de main du Rhino. La scène est hyper bien faite. D'abord, une poursuite entre Kraven à pied, qui court extrêmement vite, et un fourgon. Puis, il y a des petits incidents. Puis, les gars arrivent à se débarrasser de Kraven. Ils sortent du fourgon, ils embarquent en hélicoptère. Kraven les rattrape. Il arrive à tirer un petit peu l'hélicoptère. Il y a une espèce de duel comme ça. Puis, il est traîné dans l'eau. Personnellement, cette scène-là, je la sauve.
Je l'ai trouvée super bien faite, en termes d'FX, en termes d'incarnation aussi, parce que l'incarnation dans le film, je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est un gros problème. Donc tout ça, ça mène à quelque chose d'intéressant. La scène est bien faite et elle dure pas mal de temps. En revanche, le climax, alors là, il faut qu'on en parle. Le climax, donc, qui est censé être, on va dire, la partie de séquence la plus importante du film, là où le metteur en scène, il donne tout, là où les personnages se donnent aussi à fond, eh ben, on a l'étranger. Comme je vous le disais, c'est censé être l'équivalent de Galactus, dans l'univers Marvel. L'étranger qui se fait dézinguer comme une pauvre merde, par un coup de flèche. Et l'affrontement final entre le Rhino et Kraven, alors oui, ça dure 5-6 minutes, dans une arène de buffles qui leur tourne autour, mais alors qu'est-ce que c'est mal fait? Visuellement, ça ressemble à rien. Le Rhino, c'est la première fois et la dernière fois qu'on le verra totalement transformé. Eh ben ça ressemble à rien. À un moment, j'ai même cru qu'il avait un strabisme, le pauvre. Le faciès du Rhino ne ressemble à rien, c'est moche. En plus de ça, il y a des trucs pas crédibles, soi-disant il a une peau que rien ne peut transpercer, il est hyper fort, or il se fait piétiner par des buffles. Lui, un rhinocéros, il meurt piétiné par des buffles. Ça me rend fou. C'est la seule scène où Kraven, le chasseur, saigne un peu. Voilà, parce qu'il se prend des coups par le Rhino. Pendant 2 heures de film avant, il affronte une trentaine de mecs qu'il dézingue, il saigne jamais. Là, il commence un petit peu à saigner. Je me suis dit, enfin, alléluia, un petit peu de crédibilité et de réalisme. Et enfin, alors, ça c'est comme une évidence, parce que on se doutait bien que une fois que le jeune frère, allait être récupéré et remis dans le droit chemin, entre guillemets, ça allait pas se terminer comme ça. Donc, une fois qu'on s'est débarrassé de l'étranger, une fois qu'on s'est débarrassé du Rhino, et une fois qu'on a réglé son compte à son père, parce que Kraven en voulait également à son père, il ne reste plus que Kraven et son petit frère. Et on apprend donc, lors des dernières minutes du film, que le petit frère, finalement, n'est pas si gentil que ça. D'accord ? Tout ça lui est monté un petit peu à la tête. Et lui qui était un peu fragile, qui savait pas vraiment ce qu'il voulait faire dans sa vie, et qui était sous la tutelle d'un père qui était un peu tyrannique et ultra dominant, là, il prend le relais. Il prend le relais des affaires du père. Donc on comprend qu'il y a un antagonisme qui va avoir lieu entre Kraven et son frère, d'autant que son frère dit qu'il a vu un certain médecin qui lui a donné visiblement le pouvoir de se transformer. Je connais pas du tout ce personnage dans l'univers Marvel, donc je peux pas vous donner son nom, j'ai pas envie de me tromper. Mais visiblement, donc, c'est un métamorphe, quoi. Il a la possibilité de se transformer et de prendre l'apparence des personnes qu'il veut. Et on sent à la fin du film, donc, qu'il va y avoir un futur affrontement. Sauf que, et ça c'est très étonnant, je vais être franc avec vous, je me souviens plus de la fin de Madame Web, je me souviens plus de la fin de Morbius, mais je suis persuadé qu'à la fin des Venom, il y avait des scènes post-génériques. Là, même pas. Alors, je l'ai peut-être loupé, les gars. Mais ils assument tellement pas leur film, ou ils avaient pas d'idée, j'en sais rien. Ils avaient pas envie de lancer ce super vilain sur une rampe vers Spider-Man. Ça me revient, les gars, à la fin de Morbius. Je crois que la scène post-générique de Morbius, c'est le vautour. Le vautour qui parle à Morbius. Le vautour qui, souvenez-vous, était l'un des antagonistes principaux de... c'était quoi ? C'était The Amazing Spider-Man ? Ou c'était Far From Home ? Je sais plus. En tout cas, le vautour incarné par Michael Keaton. Je crois qu'on le voyait à la fin de Morbius, avec une sorte de passage de relais, d'alliance pour être les Sinistres 6. Là, rien. À la fin du film, rien. Ils assument pas. Pas de scène post-générique, ils se sont dit, les gars, allez, c'est bon, le film il est terminé, générique, et on se revoit pour le 2. Il n'y aura pas de 2. Bien, vous l'avez compris, pour moi, Kraven the Hunter mérite la note de 2,5, c'est ce que j'ai mis sur mon Letterboxd. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir un petit peu mon Letterboxd et à vous inscrire, c'est pas de ouf comme le nom de la chaîne. Le lien est dans la description comme d'habitude, ça nous permettra de parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez aussi, en dehors des commentaires sous la chaîne YouTube. Voilà, 2,5 pourquoi ? Parce que, alors, c'est pas un navet, d'accord ? C'est pas un navet. Le film est réalisé correctement, il y a quelques scènes qui marchent, Aaron Taylor Johnson fait le taf, c'est le reste qui va pas. Effets visuels aux fraises, incarnation très mauvaise, scénario et écriture des personnages complètement à la ramasse.
mais complètement. Donc ce qui fait que le film n'est pas si intéressant que ça. Et évidemment, heureusement, il est quand même bien mieux que Madame Web, qui n'avait rien pour lui. Madame Web n'avait absolument rien pour lui comme film. Là, Kraven the Hunter, il y a quelques trucs à sauver. Donc voilà, un petit 2,5 pour moi. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Moi, j'avoue une certaine déception. J'avoue une certaine déception parce que même si je sais que les super vilains chez Sony sont pas très bien traités, je me disais là, il y a un mec qui a un minimum de savoir-faire derrière, un acteur que j'aime bien, un personnage que je ne connais pas et un univers qui a l'air violent. Eh ben on n'a pas tout à fait ça, malheureusement. Bien les gars, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.